Bonsoir et bienvenue. Très heureuse d'être avec vous ce soir encore pour un autre grand talk. Toute la team est au rendez-vous pour passer au peigne fin les sujets les plus croustillants de l'heure. Nous allons passer par Ebimpe, ensuite on parlera des Ejena et de Libreville à Yamoussoukro à Libreville. Les frères Thiam sont donc au menu de ce programme. Encore une fois, bonsoir et bienvenue André. Bonsoir Christelle, bonsoir Très à vous heureuse tous. d'être avec toi ce soir. Évidemment, c'est un Bien plaisir. habillé. C'est un plaisir qui est partagé. Merci Christelle. On vous l'a dit, imaginez donc un cliché sous les ors de la République où on verrait un enseignant avec son marteau et ses clous en train de réparer des tables bancs. C'est ainsi qu'on peut intituler ce que nous avons comme image du jour à vous présenter aujourd'hui. On parlera évidemment, Christelle vous a dit, de l'école ivoirienne, ainsi que son gros bouquin dans lequel est rassemblé tout un ensemble de propositions. Autant de sujets qui devraient simplement passionner l'ensemble des amis qui sont sur ce plateau. Mais on va en parler avec vous et on va vous présenter juste après ceci. Herman Aboua est bel et bien là au rendez-vous ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Ensuite, Sarah, dans ce bleu magnifique. Bonsoir. Merci beaucoup Christelle. Bonsoir André. Bonsoir Sarah. Juste à côté de vous, Sarah, il y a Daouda. Bonsoir à tous. Et ensuite, mon cher Élisée Voloubeux. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Quel devrait être le rôle de nos chers enseignants? C'est l'image du jour face à la dégradation de leur environnement. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quel doit être leur apport? C'est un peu le questionnement de cet instituteur à Ebimpe. C'est la zone qu'a identifiée pour vous, Christelle, tout à l'heure. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à Ebimpe? Voilà, il se passe qu'à Ebimpe, un enseignant, touché par l'état, on va dire, délétère de ses classes, a décidé, de se muer, de se transformer en menuisier pour permettre à ses élèves d'avoir des tables bancs. Alors, dans la cour de l'école, des coups de marteau viennent briser l'environnement calme. Il ne faut pas chercher loin. Un enseignant, décide de pouvoir raccommoder, rafistoler des tables bancs pour donner la capacité à ses élèves d'avoir de quoi s'asseoir et de prendre des cours dans un environnement décent. Kone Fatogoma est le nom de l'enseignant. André. Alors, est-ce que vous pensez, les amis, c'est quoi? Comment vous jugez cet acte? C'est le signe que l'école va de plus en plus mal ou c'est le signe qu'un comportement citoyen peut permettre aux choses d'aller mieux, Sarah? Alors effectivement, un comportement très citoyen, je dirais. Le rôle d'un enseignant, comme vous posiez la question tout à l'heure, je pense vraiment que c'est d'enseigner et d'apprendre à ses élèves de suivre un programme bien précis dans le cadre de l'éducation nationale. C'est des images forcément qui interpellent et qui décrivent forcément un manque de moyens assez criant. J'ai envie de dire, enseigner la menuiserie, pourquoi pas, mais à cet âge-là, c'est peut-être pas encore la priorité. C'est des images qui font quand même, qui sont assez difficiles à voir, mais en lisant vraiment cet article, en le parcourant en détail, on apprend beaucoup de choses, notamment liées aux difficultés des enseignants de former des élèves dans les meilleures conditions. Clairement, elles ne sont pas toutes réunies. Ce n'est pas qu'une question de matériel, d'infrastructure. Ce qui m'a le plus choqué personnellement dans cet article, c'est de lire que des professeurs donnent des cours à des classes d'élèves, de plus de 50 élèves, 57 l'année dernière, 60 cette année. Donc forcément, je me pose tout de suite la question de se dire mais comment on peut transmettre un enseignement de qualité dans ces conditions? Quand on se plaint en France qu'il y ait 30-35 élèves par classe, là ça fait réfléchir. Et surtout, forcément, au lieu d'avoir deux enfants par table banc, il y en a 3, parfois un peu plus. Forcément, ça ne peut pas tenir très longtemps. Très bien. Donc beaucoup de questions. Okay. Beaucoup de questions. Très bien. Alors Élisée, votre point de vue sur la question. L'enseignant est-il, pourrait-on le qualifier d'héros qui prend ses responsabilités
où il y a une véritable chaîne de responsabilité également à pouvoir et présenter, que chacun puisse les prendre. Non, l'enseignant, moi ici, je pourrais dire juste que c'est quelqu'un qui est mu par la soif et la volonté d'accomplir son travail, d'apporter un appui à ces enfants-là qu'on lui a confiés afin de recevoir l'éducation. C'est un acte hautement citoyen qu'il est en train de poser, mais il ne devrait pas. Ce n'est pas son rôle en fait. Il est poussé à le faire, mais compte tenu de la situation, il est obligé de se transformer en charpentier pour essayer de rafistoler les quelques bois qui sont de gauche à droite pour au moins trouver des tables bancs pour ces enfants-là. Moi, je trouve que ce n'est pas honorifique, ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable, ce n'est pas joli pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Qu'on nous présente de telles images, c'est pas... Et en plus, on est où? À Ebimpe. Ebimpe, c'est une ville anecdotique. Vous savez que c'est là que se situe le stade Alassane Ouattara, qui a coûté pratiquement près de 160 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. On n'a même pas pu trouver des moyens pour pouvoir donner un équipement à ce village-là qui a cédé une partie de sa terre pour qu'on puisse construire une telle infrastructure. Quand vous dites on, c'est qui, Élisée? Mais je parle de l'État de Côte d'Ivoire. Je parle de l'État de façon générale. Quand même, le minimum, c'est que ce village-là, qui a pu céder une partie de sa terre pour qu'on ait cette infrastructure, aujourd'hui, dont on se glorifie, aurait quand même pu bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures, notamment les infrastructures de base, comme l'école. Ce n'est pas possible qu'on puisse, après 2 semaines, pratiquement 1 mois de cours, qu'on soit encore en train de réparer des bancs parce que les élèves n'ont pas d'endroit où s'asseoir. Il y a vraiment un problème de questionnement, un problème de morale. Et ça, on devait tous choquer. Et la réaction qu'on doit avoir, c'est de tout mettre en œuvre pour pouvoir réparer ça le plus rapidement possible. Il n'y a pas que l'école, les tables bancs, il y a aussi un problème de cantine, de clôture, sécurité. Daouda, votre regard sur ce point-là? Oh, je partage l'avis d'Élisée sur la question quant à la responsabilité de l'État, mais moi, je tenais à aller un peu plus loin, en fait, parce que c'est vrai que dans nos différentes localités, la situation qu'on voit à Bimpe, ça peut émouvoir, mais c'est une situation que vivent beaucoup d'élèves dans les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, au-delà de l'État, même au-delà du gouvernement, du ministère, quel est le rôle même des collectivités au niveau local? Quel est le rôle de la mairie? Quel est le rôle du conseil régional? Quel est le rôle de la mutuelle même de développement de la région? Parce qu'avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a une chaîne de valeur. Si vous-même qui avez vos enfants dans ces écoles, vous ne faites rien, ou bien le maire même qui administre la région ne fait rien, le conseil régional ne fait rien, finalement, on ne va pas mettre tout sur le dos de l'État, même si c'est de leur responsabilité à un certain niveau, chacun doit jouer sa part de responsabilité. Voici mon regard sur la question. Chacun doit-il jouer sa part de responsabilité, comme le dit Daouda, selon vous? Est-ce qu'il vaut mieux dire que dos à dos, l'État et les parents d'élèves et d'autres acteurs devraient donc partir? En même temps, c'est vrai que chacun doit jouer son rôle pour aider l'école ivoirienne à aller de l'avant. Mais il faut quand même situer les responsabilités. Aujourd'hui, on est dans un système où la décentralisation n'est pas forcément effective. Les collectivités locales, notamment les mairies, les conseils régionaux ou autres, là, ont leur budget qui leur est donné par l'État. Donc, c'est l'État qui oriente un peu en fonction des priorités de ces administrations, de ces localités-là qui orientent leur travail. Mais moi, je dirais ça, et Daouda l'a dit, c'est vraiment un fait général. On a le cas de cet institut à Bimpe, mais il y a quand même un prêtre, récemment on a vu ça sur les réseaux sociaux, qui, au niveau de d'un collège de son village, à Denguera, dans le département d'Alépé, qui va régulièrement, chaque semaine, pour aider à prendre, parce qu'il n'y a pas d'enseignants de mathématiques, par exemple. Et ces cas-là, on le voit souvent. Aujourd'hui, dans plusieurs localités, il y a un déficit qu'il y a en termes d'enseignants, notamment des enseignants pour les disciplines scientifiques comme mathématiques. Mais il y a aussi quelques années, on a vu un M. Sidibé à la Palmeraie, c'est-à-dire à Koukoudi ici, qui enseignait, lui-même qui prenait son temps pour enseigner des enfants, on appelait ça EPP bananier, parce que c'est sous des bananiers, il prenait des enfants qui n'avaient pas l'occasion d'aller à l'école et qui l'enseignaient. Aujourd'hui, malheureusement, ça s'est arrêté parce que l'activiste citoyenne Diane Doyer, qui l'avait découvert, qui nous a fait découvrir, aujourd'hui, elle m'a dit carrément que non, que ce monsieur-là, puisque le terrain qu'il utilisait, le propriétaire est venu le faire, donc elle ne sait même pas comment est-ce que ces élèves... Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'on voit les efforts du ministre de Marietou Koné,
on estime quand même qu'il y a ces petites choses-là qu'il faut régler au-delà des grandes thématiques qu'on doit mettre peut-être qu'on va y revenir. Très bien, Herman. Cela donc démontre bien que notre école a beaucoup de problèmes. Et pour régler tout cela, Mariatou, vous l'avez évoqué, Koné, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, a décidé de mettre en place des états généraux. Il faut permettre justement à l'ensemble de la communauté éducative de réfléchir à la façon de régler les différents problèmes. Que disent vraiment ces états généraux qui ont été évidemment affichés aujourd'hui à l'intention de toute la communauté nationale? Eh bien, à ce niveau-là, il y a deux, trois choses à dire avant nos chroniqueurs. Effectivement, alors la ministre Mariatou Koné donc a mis en ligne ce document de 42 pages, axé sur, on va dire, 4 axes principaux qui donnent 42 mesures. Messieurs, le rapport disponible, tout le monde peut le consulter assurément pour travailler la main dans la main à réaliser ces états généraux-là. Daouda, votre réaction sur Bon, déjà, il a été ça. lancé en juillet 2021. En fait, aujourd'hui, la synthèse, ce rapport a été mis en ligne pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Et Formation commune. voilà. L'idée, c'est que ça me permet de revenir sur le point que je disais tout à l'heure. C'est que tout le monde a été partie prenante, parents d'élèves, comment on appelle ça, enseignants. Association. Tout le monde a été partie prenante. Ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Et les conclusions de ce rapport, comme tu le disais, c'est traduit en 42 réformes. Et il vise à améliorer en fait la qualité de l'éducation au niveau en Côte d'Ivoire. Les principales réformes, je ne vais pas tous les citer, c'est que c'est l'amélioration des apprentissages, les apprentissages fondamentaux, la lecture, comment on appelle ça, le calcul, l'écriture, parce qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire ici, les enfants avaient du mal à lire, la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement et surtout la formation des formateurs eux-mêmes. Tout ça, et le budget qui a été alloué à cela, c'est près de 866 milliards qui va s'étendre sur 10 ans. Oui. Mais il faut dire que Mariatou, lors de la publication de ce rapport, elle a dit que la moitié de ce fonds avait été déjà trouvé, soit 268 milliards. Bon, C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, en fait. Voilà. Très bien. Bah, oui, allons-y. Élisée, parce que j'ai vu qu'il a... Il avait Oui, non, levé la main, non, d'accord. oui, c'est vrai. La mise en œuvre des EGENA, c'est-à-dire des conclusions des EGENA, effectivement, c'est 865 milliards, mais ce n'est pas sur 10 ans, c'est sur, disons, 4 ans, de 2023 à 2026. Donc, disons, 4 ans environ, pour la mise en œuvre. Mais je note juste qu'à en croire les propos de Mariatou elle-même, on a déjà commencé à mettre en œuvre les conclusions de l'EGENA, notamment avec le retour de la dictée dans l'école primaire et puis le retour des coefficients. C'est des recommandations. C'est des recommandations qui étaient contenues dans les EGENA et donc qui sont en train d'être mises en œuvre. C'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'on appelait de nos voeux vraiment les états généraux de l'école. On l'a rendu public. Moi, la seule chose que je peux dire sur ce plateau ici, c'est que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, s'approprie ces EGENA-là. Il ne faut pas demain, quelqu'un avait dit, je ne sais pas ce qui était dedans, je ne sais pas où c'était, c'est disponible, c'est mis à la disposition de tout le monde. Prenons ça et servons-nous-en comme une boussole et que chacun, à son niveau, pour ce qui les concerne, mette en œuvre ce qu'il doit faire pour que désormais, on ne dise pas demain que le fait que l'école n'ait pas bougé, c'est la responsabilité d'un tel, c'est la responsabilité d'un tel. Parce que nous sommes tous concernés par la mise en œuvre de ces EGENA-là. Donc, il est important vraiment que chaque citoyen s'approprie ces EGENA-là pour leur mise en application afin que notre école retrouve ses lettres de noblesse. Vous dites, Élisée, sur ça, que chaque citoyen doit s'en approprier. Mais je veux dire, il s'agit de 865 milliards. Quelle peut être la place du citoyen lambda dans ce qui relève quand même d'une question de moyens? C'est la même chose la même question que j'allais poser. En même temps, moi j'ai parcouru, j'ai pris le temps de parcourir ces 42 pages-là. Je note que le rapport nous dit qu'il y a 59,5% des élèves en fin de cycle primaire qui n'ont pas le niveau attendu en lecture et 82,8% qui n'ont pas le niveau attendu en mathématiques. Vous comprenez que ça veut dire que nos systèmes primaires, déjà, il est bancal. Parce que si ce grand nombre d'élèves-là arrivent dans l'enseignement secondaire sans ces bases-là, mais moi, où j'attendais notamment, ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont apporté leur contribution, c'est sur le système d'évaluation. Aujourd'hui, moi, personnellement, je constate que le système d'évaluation, il est beaucoup plus, il sanctionne beaucoup plus l'élève au lieu de le stimuler à faire ressortir. Je vous prends un exemple. Moi, j'étais French teacher aux États-Unis, c'est-à-dire professeur de français.
Lorsque je dois donner un devoir le jeudi ou bien le vendredi à mes élèves, le lundi, je leur fais un devoir type. Le mardi, dans mon heure de travail, je prévois un moment où je leur fais aussi un devoir type. Jusqu'à ce que le jeudi arrive, je finis un devoir type de ce que je vais leur faire le vendredi. Le vendredi, avant même de commencer le devoir, je leur explique le mécanisme du devoir et on les évalue. Après cette évaluation, s'il y a certains qui ont eu un D, c'est-à-dire la plus faible note, qui ont envie de reprendre, je leur permets de reprendre. Et quand, à un certain moment, lorsque tu as un ou trois élèves qui ont des D et que ça reste dans leur relevé de notes, ton surveillant, il t'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme si tu n'as pas bien fait son travail. Mais aujourd'hui, ici... Alors, Herman, non, pour vous permettre d'éclairer un peu, parce que c'est très bien que vous évoquiez un autre système. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est notre système qui ne va pas dans le sens de ce que vous avez pu observer ailleurs? Mais oui, mais carrément. Mais moi, quand je regarde ça, j'ai pris, comme je vous dis, il y a des élèves africains qui sont arrivés là-bas, qui avaient des difficultés ici. Lorsqu'on les a évalués, on les a mis dans certaines classes, mais ils sont brillants. Pourquoi? Parce que le système d'évaluation leur permet d'évoluer. Je prends par exemple, quand je suis arrivé, moi, je prends l'exemple de ma fille. Elle est dans un établissement public ici. On l'a évaluée. Sa première note en histoire-géo, c'était, je crois, 7 sur 20. Donc, quand elle est venue me dire, donc j'ai dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et je lui ai demandé, ça, il y a cette note-là, si on te permet de reprendre ce devoir-là, est-ce que tu vas t'améliorer? Elle dit, oui, papa. Donc, moi, j'appelle son professeur. Il dit, bon, ma fille dit que, bon, elle n'a pas bien compris, mais elle souhaite qu'on l'évalue. Elle dit, monsieur Aboua, ici, c'est pas comme ça. Ouais. Mais vous voyez que cet enfant-là, qui a eu le 7, ça reste jusqu'à sa moindre du trimestre. Or, dans d'autres systèmes, on lui permet de reprendre et ce qui peut impacter positivement son travail. Voilà. Très bien. Sarah? Non, j'écoute très attentivement ce que dit Herman. Et bon, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect pédagogique, même si je te rejoins très certainement sur ce point, je pense que le système anglo-saxon pousse plus les enfants à s'exprimer, prendre la parole, etc. Peut-être que le système franco-ivoirien. Je pense qu'il y a des priorités. Et clairement, la priorité ici, c'est de donner aux moyens, aux enseignants, aux écoles et aux structures de pouvoir enseigner dans des cadres corrects. Et je pense que l'actualité dont on discutait juste avant est assez criante, et assez alarmante. Il y a des besoins primaires auxquels on doit répondre. Avoir suffisamment de bancs, de sanitaires, de cantines pour pouvoir permettre aux enfants de manger, de boire. On voyait bien qu'il n'y avait pas l'accès à l'eau. Une école clôturée en sécurité, etc. Je pense que c'est vraiment la priorité. Mais ce qui est bien dans ce plan, qui donne quand même beaucoup d'espoir, c'est qu'on touche absolument à tous les aspects. Ces besoins primaires qui sont absolument fondamentaux, mais également ils mettent l'accent sur la qualité de l'enseignement, donner plus de moyens aux professeurs, les former eux-mêmes, avoir plus de professeurs et donc moins d'élèves dans les classes. Donc tout ça, c'est des besoins qui sont vraiment absolument essentiels. C'est des enjeux socio-économiques pour moi. Il n'y a pas, si vous voulez, je ne connais pas, personne ne connaît de pays développés, bien classés, etc., qui n'a pas massivement investi dans le capital humain. Ça n'est pas possible. Donc ce plan vient vraiment au bon moment. On a un montant qui est quand même assez important, mais je pense espérer, j'ose croire que c'est un plan qui sera financé par plusieurs acteurs. Et il y a même un fonds qui est en train de se mettre en place pour l'alphabétisation, ce qui est très très bien. Donc ça apporte de l'espoir, surtout au vu de l'actualité précédente. Il est plus qu'essentiel qu'on investisse plus dans le système éducatif ivoirien. 865 milliards, on l'a suffisamment rappelé, c'est le montant ce qui va nous permettre de redonner une forme d'éclat à notre système scolaire. Et vous pensez que là où il y a 1200 milliards, attention, chaque année, en termes de budget, en plus des 865 milliards sur 4 ans, avouez qu'on n'a pas le droit à l'échec. Daouda. Non, on n'a pas le droit à l'échec, mais je pense que tout à l'heure, lorsque Élisée disait que tout le monde doit s'approprier ce document, vous lui avez posé une question. Je vais me permettre de répondre à la question, parce qu'au-delà de quand je vais dire, pourquoi tout le monde doit s'approprier ce document? Ça va permettre en fait aux citoyens, aux parents d'élèves, de suivre l'exécution exacte de chaque budget, de chaque CFA qui est injecté dans ce dossier-là. Alors Daouda, et à tous ici une question. Essayons de faire un parallèle ou un pont avec notre ami menuisier, maître.
des BIMP. D'accord. Et aussi de tous ceux-là qui sont dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, qui se disent, ah, on dit ça fait 860 et quelques milliards pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Moi, dans mon école, là, dans la région où je suis, il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Comment est-ce qu'on en bénéficie, puisqu'il y a de l'argent? Alors, il faut bien expliquer pour que le citoyen, justement, lambda, qui est à Ebimpe ou à Zenoula ou je sais pas moi, à Kounaïri, puisse se dire comment je bénéficie de cet argent, justement, pour mon école, pour la clôture, pour les bancs, enfin, tout ça. Je veux dire, en son temps, il y avait le COGES. Mais après, les COGES ont créé beaucoup de remous dans ce pays-là. Mais finalement, je pense que c'est le ministère aujourd'hui qui gère le budget du COGES, même si les COGES n'ont pas été totalement supprimés. Voilà. Pour moi, en fait, aujourd'hui, cet argent-là, par le biais du ministère, ils vont injecter l'argent peu à peu dans chaque système. Puisque, Élisée, tu disais tout à l'heure que c'est sur 4 ans. C'est ça. Donc, sur 4 ans, je pense que les choses vont se mettre en place. Il est de notre devoir, pour moi, à tous, en fait, de regarder où chaque montant va rentrer et de chercher à prioriser les écoles, l'alphabétisation, l'insertion des jeunes filles au niveau de l'école. Et ça dans ce programme-là. Pour moi, c'est... Donc, chacun viendra avec son besoin. Mais les besoins viennent chaque année et en fonction de ça, on exécute le Très budget. bien. Tout à l'heure, quand je disais que j'ai bien regardé ce rapport, vous savez, il y a des chiffres, des montants qui sont vraiment alloués à certaines rubriques. Donnez-nous ces chiffres. Définir une politique linguistique éducative, il y a 56 milliards et beaucoup plus. Promouvoir l'enseignement des sciences, 196 millions. Améliorer le niveau de recrutement, 29 200 000 francs CFA. Je trouve que c'est faible. Il y a 29 millions ou milliards? 29 200 000 francs CFA. La construction d'écoles primaires, de collèges ou de lycées n'est pas clairement budgétisée. Pour répondre à ta question, pour voir si tout a été pris en compte. L'insuffisance des dépenses publiques en matière d'éducation et des ressources dédiées aux investissements, c'est seulement à 16%. 16%. 16%. Donc, je veux dire qu'au-delà on voit que le système qui fonctionne, enfin, ce qui est prévu, c'est vraiment l'amélioration du contenu, de la performance des enseignants et autres. Et c'est pourquoi je dis que c'est très important. On ne peut pas en même temps créer des bâtiments et autres sans que la formation de base, ce qu'on met dedans, le système d'évaluation, parce que c'est tout cela qui permet de faire en sorte que l'élève, quand il finit, il est un élève qui est formé, qui est prêt à intégrer la société. Élisée Bolgo, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais il semblerait que tout ça, il y a des éléments sur lesquels vous voulez quand même... qu'il y a déjà un erratum, certainement que ça a été mal saisi, mais les 29 millions, tu passes plutôt 29 milliards. Voilà, c'est 29 milliards pour la formation. Parce que j'ai eu l'occasion quand même d'échanger avec des personnalités quand même qui sont dans le domaine, qui ont travaillé sur ce rapport. Et à en croire ce qu'ils m'ont dit, il n'y a même pas de chiffre de millions dedans. Tout est vraiment... Ça doit être une erreur. Ça a été d'une erreur. Ça a été du pardon. Il y a 196 millions quelque part, peut-être c'est 196 milliards de francs. Ça a été une erreur, c'est ce que je vais te faire comprendre. Maintenant, pour ce qui est de... Je suis d'avis avec ce qu'il dit sur la question de la formation. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Mais en plus de la formation, il y a quand même une volonté affichée de vouloir dynamiser le système éducatif. Ça, il y a une volonté affichée. Bien sûr, d'où l'organisation des Jeux. Exactement. Donc maintenant, il faut transcrire cette volonté-là en acte. C'est pourquoi tout à l'heure, j'appelais en fait à une appropriation de toute la communauté de ces égénats-là, parce que chacun, à son niveau qu'il soit, a un rôle à jouer. Exactement. L'aspect financier, je pense que les pouvoirs publics se donnent les moyens de mobiliser les fonds au niveau local et en international. Ça, c'est clair. La preuve, déjà, sur les 800 milliards, on a environ 200 milliards qui ont déjà été mobilisés. Donc, je sais qu'avec les partenaires au développement, on pourra avoir le reliquat qu'il faut. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en tant que parents, pour ce qui concerne les enseignants et autres, je pense que chacun de nous doit déjà être mu par cette volonté-là de voir notre système éducatif redorer son blason et donc jouer son rôle totalement, vraiment sans réserve. Et c'est à ça que vraiment moi j'appelle tout l'ensemble de la communauté. Très bien. C'est très bien dit tout ça, mais il y a une chose qui devrait quand même nous unir tous. Sans doute qu'on reviendra là-dessus. Je suis à la page. Parce qu'il a dit qu'il y a un erratum, il n'y avait pas d'erratum. J'ai bien compris. Vous en faites pas, vous allez voir. Je vais vous aider à régler ce problème-là. De chiffres. Nous profitons justement de cette antenne pour inviter encore les autorités de l'éducation nationale. Madame la ministre, combien de fois nous souhaitons qu'elles viennent ici, expliquer aux Ivoiriens, peut-être leur permettre de mieux comprendre ce qui est contenu dans ce document. Donc à ce moment-là, Herman, je pense que sans doute que vous avez raison, sans doute qu'Élisée n'a pas, sans doute qu'Élisée a raison, vous n'avez pas raison, mais je pense que si nous permettons à la ministre de nous retrouver ici,
ou en tout cas certaines personnalités, on pourrait nous donner un peu plus d'éclairage, C'est ça. au-delà même des chiffres qui peuvent être des erreurs même dans le document, nous dire exactement quelle est l'ampleur de l'investissement préparé pour ce grand programme donc, des États généraux de l'éducation nationale. Merci. Soyez-en rassurés, on termine là-dessus, c'est un sujet qui reviendra encore sur la table du Grand Talk. Un autre sujet, on ne va pas manquer celui-là, puisque vous le savez, c'est la politique. Nous, on se nourrit à la politique, et vous le savez bien. On l'a intitulé joliment d'ailleurs, de Libreville à Yamoussoukro, les frères Thiam donnent de la voix. Celui qu'on a entendu en premier, c'est le grand frère. Il a dit des choses. Christelle va nous rappeler tout ça dans un instant. Et puis, on l'a appris ce matin. Il a soulevé son sac, on va dire en bandoulière, et il est parti du côté de Libreville. Ça, c'est le petit frère. Très bien. Alors, on commence avec le grand frère. Ouais. Voilà, le gouverneur qui a donc affirmé au cours d'une interview qu'il ne sera jamais demandé à un Koulibaly d'aider un Kouadio à être maire de Korogo. L'affaire fait grand bruit, l'affaire déchaîne les passions, pendant que les gens essaient de se remettre de cette phrase qui est applaudie par d'autres et est tensée par les autres. Le petit frère, quant à lui, est du côté de Libreville pour aider à redorer voilà, le blason de l'économie gabonaise. On en parle avec nos amis sur ce plateau. Daouda, avec ce beau sourire, qu'est-ce que vous cachez? Non, en fait, moi, les deux cas me font un peu sourire. Je vais commencer par le petit frère d'abord, parce que je me rappelle avoir suivi l'interview en grande pompe du petit frère sur une chaîne au niveau national ici qui disait qu'il condamnait les coups d'État et c'est à cause des coups d'État qu'il serait parti, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. En 99. Voilà, il est resté en exil pendant longtemps. Donc, pour ma part, je trouve ça un peu incohérent aujourd'hui que pour quelqu'un qui condamne les coups d'État, qu'il court dada pour aller dans un pays où il y a eu coup d'État justement, pour aller relever l'économie. Je pense qu'en 1999, en Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne avait véritablement besoin de son expertise. Malheureusement, il n'a pas préféré l'économie ivoirienne, il a préféré aller au chevet de l'économie gabonaise. Ça, c'est le cas du petit frère. Pour le grand frère, pour ma part, j'estime aussi qu'il se trompe. Attendez, avant de partir au grand frère, revenons sur le petit frère. Pour rappel, en 1999, coup d'État en Côte d'Ivoire, il était ministre du Plan. Et donc, à cette faveur-là, il est parti. Mais est-ce qu'à ce moment précis, informant nos téléspectateurs, est-ce que la junte lui avait demandé gentiment de rester Moi, je pour veux dire, aider à relever l'économie ivoirienne? il n'y a pas de question de dire gentiment à un Ivoirien de rester dans son propre pays. Il n'y a pas de question de gentiment. Et ceux qui sont restés, Laurent Donald Fologo, paix à son âme, est resté. Maurice Gikaouye est resté. Les Adjoumani, en son temps, ils étaient encore en Côte d'Ivoire, ils sont restés. Et ils ont cherché à relever le pays, à sortir le pays de cette guerre, de cette crise qui nous a envoyé jusqu'à la crise de 2010. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là, ils tiennent le pays à bras le corps. Donc, franchement, j'estime, Christelle, qu'on n'a pas besoin de dire à un Ivoirien, vraiment, pardon, reste au pays, aide-nous. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est un peu comme si ta maison était en train de brûler parce que tu es fâché contre ton père ou ta mère, donc tu estimes que tu dois partir. Bon, revenons c'est son choix. À l'aîné, Je le pour la respecte. suite, voilà, vous vouliez intervenir sur... Maintenant, pour le grand frère. grand frère qui dit qu'il ne serait pas demandé, par exemple, à un Koulibaly d'aider à voter un Kouadio à Korogo, je veux dire, il se trompe. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une question d'arithmétique. C'est une question d'arithmétique, tu parles beaucoup de mathématiques, mais quand on regarde la sociologie en Côte d'Ivoire, le peuple qui se déplace le plus, c'est le peuple peut-être du Nord. Et finalement, dans les régions du Sud, il y a beaucoup de nordistes, il y a beaucoup de gens du centre qui sont là-bas. Donc, quand ils arrivent dans ces régions, ils s'intègrent réellement à la société. Ils s'intègrent, ils créent des entreprises, ils donnent de l'emploi aux gens. Mais est-ce que les gens du Sud ou du centre qui aujourd'hui sont au niveau du Nord, est-ce qu'eux-mêmes, ils s'intègrent réellement à... Je ne parlerai pas d'intégration, mais est-ce qu'ils s'intéressent à la politique au niveau du Nord là-bas? C'est ça aussi qui est la véritable question pour moi. Parce que les gens du Nord qui vont dans le Sud ou bien qui vont à l'Ouest, ils s'intéressent à la politique, ils s'intègrent et ils font en sorte, ils mettent tout en œuvre
pour être maire, député ou quoi de cette région-là. Très bien. Je veux dire que c'est ça qui est important. Il faut demander aux fonctionnaires, aux enseignants, aux gens qui travaillent là-bas, qui sont dans ces régions qui sont du Sud, de s'intégrer et de s'intéresser à la politique. Je pense que c'est ce qu'il Voilà, devait dire. ça c'est un premier propos pour parler justement de ce regard entre deux frères. Ça vous inspire. On a vu un Daouda assez prolixe. Qu'en est-il d'Élisée Bouloubeu? Bon, moi, je pense déjà que à la une du journal, hein, je crois que ça... Du journal? Ouais, pardon, du journal, pas. Pas grave. À la, ouais. C'est un lapsus lingué, Oui, on y va. à la une du journal, je pense que les confrères ont voulu faire un peu du sensationnel en mettant le titre de cette manière. Sinon, il est important quand même de remettre ça dans son contexte. Voici la phrase exacte du gouverneur. Le gouverneur dit « Il ne sera jamais demandé à un Gon Coulibaly d'aider un Kouadio à devenir maire à Korogo. Il a été demandé au Boigny que je suis d'aider un Diarasuba à être maire de Yamsoukro. Et je l'ai fait. Cela n'a pas marché. Je n'en suis pas responsable. » Il était quand même important qu'on lise toute cette phrase-là pour que chacun se fasse une opinion plus ou moins objective. Donc vous voulez là dire que la presse, par ce titre-là, pourrait Oui, créer, la presse cherche à mettre le vendre, feu aux donc poudres. ils font du sensationnel pour amener les gens à chercher à lire. Mais voici exactement ce que le Comment vous gouverneur faites ce a dit. décryptage de ce qu'il a dit? Moi, je pense que si je veux départir la une du journal à ce qu'il a dit, la une du journal tout de suite m'interpelle. Et je vais dire non, je pense que ce n'est pas très responsable de la part d'un gouverneur de tenir de tels propos. Mais quand je prends le contexte réel de l'interview avec tout ce qu'il a dit, mais ça s'entend, ça se comprend. Il est invectivé, il est accusé d'avoir contribué à l'échec du candidat du parti dont il se réclame et pour lequel il a fait campagne. Il lui a dit, mais attendez, moi, vous m'avez demandé des choses. On a la sociologie quand même politique de notre pays. On sait quand même comment est-ce que les ancrages politiques par rapport aux ethnies. Mais moi, j'ai fait quelque chose que beaucoup n'auraient pas pu faire, En même tant que au Nord. Boigny, hein. Voilà, un Boigny, moi, c'est que beaucoup n'auraient pas pu faire au Nord, mais que moi, j'ai fait. Ça n'a pas marché, mais quitte à venir me dire que je suis responsable de ça, je trouve que c'est injuste. Donc, c'est une complainte, en fait. Très Et bien. ça s'entend. Ça, on a compris votre point de vue là-dessus. Ok. Et le petit frère, est-ce que vous créez des liens ou bien vous dites, bon, c'est deux choses qui sont détachées? Ben, moi, je pense que depuis le départ du ministre Thiam, je peux le dire ainsi, de la Suisse, non pas de la Côte d'Ivoire, de la Suisse, où il était à la tête d'une banque. Depuis lors, on a vu que c'est quelqu'un quand même qui a plus ou moins migré de pays en pays, où il a essayé, il a été sollicité. Il est sollicité. On se rappelle même au Rwanda, Tout à fait. où il est allé même, il a été coopté au Rwanda. On a vu un peu les effets de sa présence au Rwanda sur l'économie. On a même les résultats bon qui sont là. qualitatif, On a senti un bon qualitatif, on a senti un appui. C'est donc normal pour la junte qui veut aujourd'hui donner un dynamisme économique au Gabon, de solliciter une personne ressource. C'est le droit de la junte de le faire. C'est aussi le droit du ministre Thiam d'accepter le parti ou de ne pas. Moi, je ne vois pas dans le fait qu'il parte intervenir au Gabon comme une trahison de ses convictions. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il faut voir ça sous un autre angle. Voici un Africain, un jeune Africain, qui se dit que j'ai un pays de mon continent qui a besoin de mon soutien pour pouvoir se relever. Et je réponds à cet Qu'est-ce que appel. je peux faire pour aider ce pays à se relever? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il n'est pas collabo de la junte, il n'est pas instigateur du coup d'État, il n'est pas participant au coup d'État. Non, il est en train de donner un coup de main pour essayer de stabiliser une situation. C'est comme ça que moi je vois la chose. Stabiliser une situation. Mais j'ai entendu un petit rictus chez Sarah à travers le développement de Élisée Bouloubeu. Non, au contraire, je suis vraiment... j'aime beaucoup tout ce que tu viens de développer. Je pense que j'aurais pas pu mieux le dire. Moi, en tant que ex-banquière, non, c'est pas vrai. Je suis toujours banquière. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Il a une excellente réputation dans le domaine bancaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'appelle beaucoup pour son expertise, justement. Bon, Daouda, tu faisais peut-être le reproche, effectivement, en 99, mais c'était il y a plus de 20 ans. Je pense qu'il n'avait pas encore accumulé aussi toute cette expérience et cette expertise. Donc aujourd'hui, bon, en tout cas, bon, si on en revient au sujet du frère Augustin Thiam, bon, là, je n'ai peut-être pas grand-chose à partager sur ce sujet. Juste peut-être mon observation, c'est que je trouve que c'est quand même le malheur de beaucoup de pays, pas que la Côte d'Ivoire, mais de voter pour une personne parce qu'elle représente un groupe ethnique plutôt qu'un programme. C'est vraiment quelque chose dont on doit se défaire partout où on est, dans n'importe quel pays, parce que c'est dangereux.
et ça ne fait pas avancer les pays sur le plan économique. Moi, je veux voter pour une personne parce qu'elle a un programme qui me parle et non pas parce qu'elle appartient. Parce que nous parlons la même langue. Voilà, on peut le comprendre après, on peut se dire voilà, parce que je fais partie de son groupe ethnique, ils vont mieux s'occuper de nous, ils vont peut-être mettre à disposition plus de moyens, etc. Mais ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être une compétition de programmes et de projets. Herman. Moi, je vais commencer par le cadet des TIAM. On connaît tous le savoir-faire et l'expertise de TIAM. C'est un financier, opère, un redresseur, on pourrait le dire. Toutefois, quant à ses éventuelles ambitions politiques, Daouda le disait, il devrait éviter quand même des décisions à lourde vitesse. Quel éventuel... Récemment, il a accordé une interview, je peux dire un grand coup de com' à une chaîne de télévision ivoirienne, dans laquelle lui-même il a dit qu'il ne soutient pas, il n'accompagne pas les régimes militaires. Donc pour une constance avec lui-même, sa démarche, c'est surprenant de le voir aller à la rescousse du Gabon. On n'est pas en train d'évoquer la question de son expertise au Rwanda ou ailleurs. C'est par rapport à ses propos? Oui, c'est pas nous on invente, c'est lui qui a dit quelque chose et on voit qu'il fait autre chose. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'a pas pu accompagner et qui dit qu'il n'accompagne pas les régimes militaires et qu'au Gabon, qui est loin de son pays, surtout que dans sa démarche, on sent une ambition pour la fonction présidentielle ici. Mais pour arriver à la question de son grand frère, moi, comme disait Élisée, je ne trouve rien de méchant. Mais j'ai remarqué ce grand frère-là, il est un peu comme on le dit chez nous en Aké, comme s'il est le conducteur sain. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On ne pourra pas un éclaireur. Comme une sorte d'éclaireur Ouais. pour son petit frère. C'est une personnalité du RHDP. Il sait que son jeune frère, il est personnalité politique du PDC. Aujourd'hui, il trouve un sujet pour faire une sorte de démarcation. Ah, vous pensez qu'il y a un lien? Il prépare déjà un peu les esprits par rapport à Je ne son fais frère. qu'analyser. Non, mais moi, je vous pose la question. Et donc, je me dis que... Sinon, il n'a rien dit de méchant. C'est exactement... Mais il savait que les gens allaient rebondir sur cela. Aujourd'hui, on en fait le chou gras. Au même moment, son frère va à la rescousse d'un pays. Il est un peu annonciateur enfin, il prend tient un peu la main de son frère. C'est son frère après tout. Oui, on est d'accord avec ça. Mais il n'a qu'à être cohérent avec sa démarche. Ce qu'il évoque concernant les candidats du RHDP, ce n'est pas aujourd'hui. Je veux dire, les candidats du RHDP, on sait que dans toutes les contrées en Côte d'Ivoire ici, ils sont candidats. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, lui qui est une personnalité du RHDP, pourquoi aujourd'hui là, c'est un problème pour lui de défendre... Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est accusé, Herman? Tout à l'heure, on l'a dit, il est accusé d'avoir travaillé justement à l'échec du candidat RHDP. Lui-même, dans son interview qu'il a donnée, on a vu effectivement comment est-ce qu'il y avait une certaine incohérence dans son soutien de façon engagée à ce candidat-là. Non, il faut le dire. Élisée, il avait des choses qu'il reprochait. Ouvrez le dialogue avec Élisée. Voilà. Élisée, vous n'êtes pas d'accord. Et ensuite, Élisée, avant d'arriver, je voudrais qu'on puisse noter quelque chose qu'Herman a dit. Il a dit qu'on sentirait que le petit frère aurait des ambitions politiques quant à la présidence. Mais ça, on ne sent pas, on le voit. Est-ce que ça a été annoncé? Est-ce qu'il a annoncé, Herman? Mais est-ce que les politiciens, ils annoncent? Ils annoncent quoi? C'est leur démarche qu'on analyse. Aujourd'hui, le président Ouattara, tu as lui demandé, il va te dire on n'est pas en 2025. Ok, ça, on a compris votre point. Très bien, Élisée. Oui, là, il a dit une chose qui mérite quand même des éclaircissements. Moi, je suis pas d'avis. Il dit que dans l'interview, on a senti une certaine incohérence dans ce qu'il a dit. On a senti un manque d'engagement véritable. Je voudrais qu'il me dise ici, parce qu'on a l'interview sous les yeux, qu'est-ce qu'il a dit réellement qui montre qu'il y a un manque d'engagement dans la campagne? Ce qu'il a dit. Daouda Oui, vas-y. Parce que lorsqu'il dit dans l'interview que le ministre Souleymane Diarra-Souba est venu le rencontrer pour lui dire « Je te confie ma campagne ». Il a clairement dit à Souleymane Diarra-Souba « Il y a des pressions sur le dos, j'ai ma famille qui ne veut pas que je te soutienne, il y a les gens de ma région qui ne veulent pas que je te soutienne, mais va, je vais réfléchir et je vais te revenir ». Mais finalement, tout à l'heure, dans Non, termine. Il faut terminer. Je viens de Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Je viens de fermer la griffe. Ok. C'est la verbalité. Daouda, on continue. Donc, vous dites simplement que toi-même, dans tes propos tout à l'heure, tu disais qu'on connaît la sociologie des gens, ils votent par ethnie en Côte d'Ivoire. Donc, je peux m'appuyer sur ce que Herman dit pour dire que est-ce que la pression de la famille aujourd'hui n'a pas fait en sorte qu'il ne se soit pas véritablement engagé
pour soutenir Suleiman Djarasouba. Très bien. à Permettons à Yamoussoukro. Élysée de réagir. Très rapidement. Vraiment, je tombe des nues. Ah, tu vas tomber. hein. Bah, D'abord, dans un premier temps, il faut dire déjà même que quand vous prenez verbatim dans ce sens, vous biaisez le débat. Parce qu'il est allé jusqu'au bout, en dépit des pressions. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse au final? Termine. Il est venu dire qu'il est Il a d'accord soutenu. pour être le directeur de campagne. Et qu'est-ce qu'on lui a rétorqué comme réponse? On lui a dit non, on a déjà choisi quelqu'un d'autre. On lui a dit ça ouvertement. Donc, on ne peut pas prendre comme prétexte le fait que non, il a été incohérent dans la suite de la démarche. Ça, c'est pas vrai. Très bien, merci Plutôt que c'est Élisée. un faux procès. Merci Élisée. Maintenant, est-ce qu'il Non, fait- non, Herman, non, 2 minutes, Herman. non. Herman, Élysée, attendez. ce que l'Élysée refuse. Herman, juste une minute. Sarah va nous permettre d'avoir quand même une vision un peu plus claire de cette affaire. Merci André. Non, je Terminé. voulais juste conclure avec une question, peut-être que ça regroupera le tout, mais Herman, tu disais même à tous les chroniqueurs, on reprochait à Tidjane Thiam de ne pas être intervenu pour son pays, etc., d'apporter son expertise. Mais est-ce qu'on l'a appelé? Est-ce qu'on lui a demandé? C'est une question vraiment ouverte que je pose, je peu ne sais pas. innocente. Oui, je Et l'avais Est-ce posé à est-ce qu'on l'a Daouda tout à appelé l'heure. J'ai donné pour une lui réponse dire? à- Attendez, tout à l'heure. Daouda, ne parasitez pas son propos. On a compris. Non, mais ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on l'a appelé pour son expertise, pour venir donner son avis, ses conseils sur le développement économique de la... Bon, aujourd'hui, on lui reproche d'être dans d'autres pays, mais peut-être qu'il essaye de faire sa promotion à travers d'autres La question, je vous partenariats. l'avais déjà Non, posée. je ne lui Daouda. Ok. reproche pas d'être sollicité dans les pays. Ok. Je dis simplement, c'est lui-même qui l'a dit, il ne soutient pas les régimes, il n'accompagne pas les régimes militaires. Oui. Je le vois dans un régime militaire, enfin, un régime qui est là par coup Putschiste. d'État, d'un Ouais. putschiste, et il intervient là-bas. C'est Très sa bien. cohérence, sa constance que je regarde. Très bien, merci. D'accord. Merci les amis. Écoutez, c'est toujours la même rengaine. hein. On n'a pas assez de temps pour aborder tous les sujets, mais on arrive à dire l'essentiel de ce qu'on pense sur ce plateau. Et je vous dirais simplement, les amis, comme tout homme politique, on a affaire à des inconnus dans leur agenda. Et nous, ici, on essaie de mettre tout ça un peu en lumière, mais ce n'est pas toujours évident, avouons-le, Christelle. C'est clair. Voilà ce qu'on peut dire de Libreville à Yamoussoukro, des propos donc des Thiam. Très bien. Alors, c'est la pause, c'est l'heure de la pause. Ouais. Et à tout à l'heure. Vous êtes de retour sur votre canal préféré. hein. Une chose est sûre, quand vous êtes sur la TNT, ce sera le canal numéro 6. Sur le bouquet de Canal+, c'est bien le canal 206. Mais cela devrait changer très bientôt, hein, selon les recommandations de la AK. Mais une chose est sûre, on est content et toujours de vous savoir nombreux sur ces différents canaux. Ici même, quand j'ai dit on, ça veut dire que je ne suis pas seul. Il y a bien Christelle qui est à mes côtés. Oui, nous sommes de retour après donc la pause info et on part directement avec Sarah pour sa rubrique économique. Aujourd'hui, on parlera des industries textiles et créatives en Côte d'Ivoire. Sarah. Tout à fait. Je voulais vous parler de l'industrie textile et des industries créatives un peu plus au sens large en Côte d'Ivoire. C'est actuellement la Fashion Week un peu partout dans les grandes villes du monde et à Abidjan, on aura également notre Fashion Week qui se tiendra du 5 au 10 décembre. Avec le soutien officiel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce sera l'occasion de sensibiliser les gouvernements et les investisseurs à l'importance de soutenir ce secteur. C'est une industrie, l'industrie du textile et de l'habillement, qui fait plus de 31 milliards de dollars et qui a pour grande majorité des emplois tenus par des jeunes et des jeunes femmes notamment. Ça demeure une industrie qui est très inexploitée. Parmi les raisons principales, on peut citer le difficile accès au financement pour les artisans locaux, les designers que l'on voit là à l'écran. C'est également un secteur qui reste peu structuré, avec des taxes et des douanes qui peuvent en dissuader plus d'un. Pour obtenir par exemple des équipements et des machines spécifiques, les taxes, les droits de douane peuvent aller à 70%, voire à 100% de la valeur des machines. Et malgré ces défis, accentués par la concurrence liée aux importations, eh bien, la Côte d'Ivoire s'est toujours distinguée par le dynamisme et le prestige de ses créateurs. J'ai envie de citer Gilles Touré, Rocard Yapo. Et chez les femmes également, notamment dans la nouvelle génération, nous avons Isabelle Anoa, qui est à l'initiative du projet Afrique Fashion Show, qui existe depuis plus de 18 ans.
Et puis Lotza Maléambo, qui est une styliste très connue, ivoirienne, dont les créations apparaissent dans des films américains de grande production, mais aussi dans des clips, notamment ceux de Beyoncé, qu'on connaît tous. Ouais. On a également l'artiste, le styliste Aristide Loua, que l'on voit à l'écran, qui est un artiste ivoirien également, qui a été élu designer de l'année 2023 par le prestigieux programme Africa Fashion Up, qui offre un éventail de formations et d'accompagnement par les plus grandes maisons de couture internationales, donc un concours très prestigieux et très prisé. Les initiatives pour dénicher les talents ivoiriens, il y en a un certain nombre. On peut citer également les plateformes telles que Fashionomics Africa, développées par la Banque africaine de développement, ou bien Canex par Afreximbank, qui ont pour objectif de connecter des designers africains, ivoiriens, avec des investisseurs, des mentors aussi, pour offrir également tout type de formation et de masterclass. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est vraiment de créer un véritable label Made in Africa et de soutenir la croissance des PME qui opèrent dans l'industrie africaine de la mode. La mode fait partie de l'économie mondiale et il est impératif d'accompagner nos créateurs. Donc la mode africaine, elle se porte et s'exporte. Elle est reconnue dans le monde entier et nos créateurs, artisans méritent également une meilleure exposition. Évidemment qu'il fallait donc un œil avisé pour nous parler de ce que l'économie africaine doit à la fashion, simplement, pour dire les choses comme ça. Et Sarah a voulu donc, dans sa petite rubrique Écovision, nous en parler. À l'instant, vous avez écorché un peu le nom d'une des prêtresses quand même de la mode ici. C'est bien sûr Isabelle Hanot. Oui. Voilà, mais bon, vous savez... C'est parce que Brice Hanoa me manque. Vous êtes gentil, donc. Alors, aujourd'hui, est-ce que, peut-être, on ne va pas en faire un lourd débat là-dessus, est-ce que les gouvernants ont conscience justement de ce que représente aujourd'hui le secteur économique de la création, de la créativité de la mode? Oui, tout à fait. C'est un marché de plusieurs trentaines de milliards de dollars et effectivement, on a énormément de savoir-faire dans nos pays, des tissus qui sont très prisés. La mode, comme je le disais, africaine vraiment s'exporte, on la retrouve partout, dans les défilés aujourd'hui, dans les clips, etc. Mais voilà, ça reste une chaîne de valeur, la chaîne de valeur du textile, qui a besoin d'énormément de moyens financiers, de formation, de sponsoring. Donc, je pense que Fashionomics, par exemple, comme je le mentionnais tout à l'heure, ou Canex, c'est le type de plateforme qui est financée par des banques de développement africaines pour justement permettre aux artisans locaux et aux designers de trouver cet accès au financement, ce mentorship, cette formation qui est vraiment nécessaire. Les équipements, les machines, etc. coûtent aussi beaucoup d'argent. Et voilà, il y a cet accompagnement qui est nécessaire et il y a beaucoup d'initiatives telles que Fashionomics. Mais bon, on est aussi les premiers de grands producteurs de coton dans la région. La Côte d'Ivoire, je pense qu'on est l'un des troisième pays. Il y a le Bénin, le Mali, le Burkina Faso. Donc voilà, beaucoup de ressources comme toujours, mais on a besoin de fabriquer sur place. Très bien. En tout cas, merci pour cet éclairage, Sarah. Et ça va nous permettre à nous-mêmes et bien sûr à nos téléspectateurs d'en savoir plus sur un secteur qui est super dynamique et qui mobilise la jeunesse africaine. Et puis, le Conseil d'État, oui, parlons de lui, il continue de dérouler son agenda avec justement le contentieux qui est vidé au fur et à mesure. Hier, on en a parlé. Aujourd'hui encore, on va essayer de s'intéresser à ce qu'a dit donc, ce Conseil d'État. Élection annulée, c'est pas grave, j'appelle le peuple au calme. J'ai toutes les ressources pour gagner encore. Merci de m'avoir rendu fort par cette décision encore. Donc de m'avoir rendu encore plus grand par cette décision. Évidemment, ce sont les mots d'Assalé Tiemoko. Il est emblématique justement dans cette élection municipale, comme l'était Fabrice Avognon et bien d'autres, de ce que cette élection municipale a pu avoir comme ambition. Eh bien, cette élection à Tiasalé a été annulée, comme dans d'autres endroits. Exactement. Dabakala également a été annulé. Et puis, comme André l'a dit, il vous a dévoilé les propos, les premiers mots déjà à chaud de Assalé Tiemoko. Voilà. Comment est-ce que vous l'analysez? Il appelle au calme, il dit qu'il va gagner encore, il annonce qu'il gagnera encore.
Bon, je pense que ce n'est pas le premier qui le dit. Même au niveau de Ferke, Kaweli, qui était le maire qui avait gagné dans cette région, a dit la même chose. Il avait même reçu une liesse populaire de la population qui dit que malgré cet état de fait, ils allaient encore une fois de plus voter pour lui. Mais cette situation, en fait, m'amène encore, on va me dire que je suis en train de rabâcher le même sujet. Mais Rabâcher encore. Allez. oui, parce que moi, je trouve quand même un peu ahurissant, en fait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ces régions qu'on n'a pas vu au niveau du plateau, au niveau du Cocody, au niveau de toutes les autres régions? Je vais plus loin, au-delà de tout ça, parce que je me rappelle de mémoire, hein, pour les élections auxquelles j'ai pu assister, lorsque le Conseil constitutionnel vient dire pourquoi tu n'es comme ça, ta motion, ta candidature est rejetée, ou bien même pourquoi est-ce que ta motion ne doit pas être prise en compte. On va te grainer un chapelet de motifs. Ils vont dire, vu la loi tant, vu la loi tant, vu la loi tant, on décide de dire que... C'est clair, c'est précis, c'est limpide dans l'esprit de tout le monde. Daouda. Mais pour ça, franchement, j'avoue, motion rejetée, requête annulée, je ne comprends rien. Daouda, est-ce que ce n'est pas la faute à la presse et aussi peut-être aux candidats? Mais en tout cas, est-ce qu'à ce niveau-là, je m'adresse à Herman, est-ce que c'est la faute au Conseil d'État si personne ne veut publier? Parce que je pense que le Conseil d'État n'a pas caché justement on va dire, son attendu. Moi, je pense que le communiqué que le Conseil d'État a produit, c'est seulement les motifs mal fondés ou bien fondés. Bon, moi, jusqu'à hier, sur ce même plateau, j'accordais le bénéfice du doute. Je me dis qu'on ne doit pas commenter des décisions de justice. Mais bon, je constate quand même que ça devient récurrent. Il y a des endroits quand même où les irrégularités, pour le simple citoyen qui observe, on sait quand même qu'il y a eu des irrégularités. Donc je ne connais pas les pièces que les différents candidats ont présentées, mais en même temps, quand on voit, il y a quand même des élections qu'on attendait. Atia Saleh, notre confrère Atia Saleh Timoko, député de la Nation, on a vu qu'il a même, avant les élections... Puisque vous parlez de Tia Saleh, nous avons les raisons. Puisque vous parlez de Tia Saleh, Saleh Timoko a donné quelques raisons. On va les dire l'un après l'autre avec Christelle. Des PV, donc, ne comportent pas de sticker. Et pourtant, au niveau de la régionale, ça a été validé. Des bureaux de vote ont fermé après 17 h. C'était les mêmes heures de fermeture pour l'élection régionale. À Tia Saleh, qui a été validé. Et bien des PV qui ne comportent pas l'heure d'ouverture et de fermeture dans certains bureaux de vote. Il semblerait que ce soit la même chose au niveau du conseil régional, mais ça a été validé. Et en 4, on a un point, il dit qu'un individu nommé Kone Youssouf dit que quelqu'un a voté à sa place. Un seul individu. Hein. Un des représentants du candidat, donc d'un des opposants au candidat Saleh, donc, lors de la compilation générale des résultats, a été expulsé par le président de la CEI. Et donc, tout cela a été relevé, semblerait-il, d'après ce que nous dit Saleh Kodjovoko, par le Conseil d'État. Alors il dit, ce sont là les arguments présentés par nos adversaires voilà, du RHDP. Il n'y a pas d'autres arguments. Je laisse à chacun le soin de faire son interprétation. C'est pourquoi, voyez-vous, que je m'adressais à vous en vous disant, est-ce qu'on n'a pas un problème de transparence de la part même des acteurs politiques? Saleh Timoko nous a livré les griefs de son adversaire et il semblerait que ces griefs aient été acceptés par le Conseil d'État. Pourquoi les autres ne nous le livrent pas pour qu'on s'en fasse une idée claire? Si Saleh Timoko, qui est aussi un candidat, en face de celui qui a porté le recours, a eu quand même les motifs, c'est sûr que les autres candidats ont reçu. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus. Je ne veux pas commenter cela. Ce que moi je dis, par contre, ce que je trouve surprenant, la question des PV. Mais la CEI, moi je suis parti regarder dans certains bureaux de vote. D'abord, l'encre indélébile. Si on veut regarder ça, c'est tout l'ensemble du scrutin sur tout le territoire ivoirien qu'on va annuler. Puisque les PV, les procès-verbaux, généralement, ne comportaient pas de stickers. L'encre indélébile n'était pas indélébile. On a vu, c'était des feutres. Enfin, je ne sais pas si c'est des trucs du tampon là, qu'on pouvait effacer et puis repartir. Donc, ces choses-là, la CEI a laissé passer dans la plupart des scrutins, enfin, au niveau des régions. Mais pourquoi est-ce qu'on regarde ces éléments-là pour annuler les élections? Sauf qu'il faut écouter le Conseil d'État. Est-ce que le Conseil d'État veut nous dire que, dans le cas de Tia Saleh, par exemple, peut-être d'autres, cela a eu beaucoup plus d'importance sur l'issue du scrutin qu'ailleurs? Et Élisée Boulbeu, pour partager un peu la parole.
Ok, d'accord, je vois les arguments qui ont été évoqués ici, en tout cas pour demander la reprise du scrutin ou l'annulation du scrutin à Tia-Salé. Et ça a été bien fondé d'après le Conseil d'État. Ça me laisse un peu dubitatif. Explication, Élisée. Surtout le point 5, par exemple, on me dit un des représentants du candidat du RHP lors de la compilation générale des résultats a été expulsé. Mais par qui? Pas par le candidat adverse, Il dit mais par par le président de la CEI. Et le président de la CEI justifie pourquoi il l'expulse pour faute de... Pour qu'on appelle ça? Pour des faits de violence. Oui. Mais attends, ça, pour moi, je ne sais pas, la responsabilité n'incombe pas au candidat. Je suis désolé. Le candidat n'a absolument rien à voir dans ça. L'adversaire n'a absolument rien à y avoir. Mais vous voyez, on revient encore sur la nécessité pour l'organe en charge du processus électoral, pas que je l'incrimine, mais à faire preuve de beaucoup plus de rigueur. Vous pensez que ça, ce n'est pas des raisons assez valables? Pas que je ne dis pas qu'il y a plusieurs raisons, mais j'ai pris juste la 5e. Elle seule, là, on ne peut pas l'imputer. On ne peut pas imputer cette responsabilité à l'adversaire. Ça ne tient même pas la route. Au-delà d'imputer à l'adversaire. Excuse-moi, mais en plus de ça, moi je vais plus loin. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un système, excusez-moi du terme, mais un peu chimérique. Je m'explique. On a voté des sénateurs sur la base des élections locales qui ont été faites. Je comprends votre indignation, mais restons vraiment sur l'annulation et les raisons. Je comprends, c'est un sujet intéressant, mais restons vraiment sur les raisons et notre analyse de l'annulation. Oui. Pour que je vous fasse un parallèle avec, par exemple, on va me dire, oui, d'accord, je veux parler de mon patron, ça c'est mon affaire. Pourquoi, dans une commune comme Le Plateau, où il y a eu des représentants de la CEI qui n'ont pas été corrects, et là on me parle d'un seul monsieur qui a été licencié. Je veux comprendre la cohérence et je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous la comprenez aussi, la cohérence de la... André, Donc je voudrais que vous me répondiez à ce moment. Comment on peut avoir ces arguments-là valables à Tia-Salé avec si peu de cas, mais là où on a déplacé tout un lieu de vote, le Conseil d'État n'a pas réagi comme il fallait. Je vais même plus loin. Dans l'un des arguments même encore, on nous dit que le bureau de vote a été fermé après 17 heures. Ouais. Mais au Plateau, on a commencé l'élection à 16 heures, on a fermé les bureaux à 22 heures dans la pénombre. Avec tout ce que cela comporte comme risque. Mais cette élection-là a été homologuée, validée, et il y a eu de questions. Alors, je vais poser la question, et puis vous allez me dire un peu comment est-ce que vous observez tout ceci. Est-ce que vous pensez qu'en certains points, on pourrait y avoir des arrangements politiques? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je pense que mon intelligence m'amène à me poser des questions. Parce qu'il y a des éléments ici qui sont évoqués comme des éléments justificatifs d'une annulation de scrutin. Dans certains endroits, non des moins les plus emblématiques, on a eu des faits beaucoup plus graves que ces faits-là. Et on se rend compte qu'à aucun moment, les requêtes d'annulation n'ont été acceptées. Mais il y a de quoi se poser des questions véritables. Il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut qu'on s'explique. Daouda dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi ou pas? Non, moi, ça m'amène Daouda avait parlé tout à l'heure sur le à Conseil me d'État. poser des questions assez sérieuses. Parce que, à me remettre moi-même en cause sur ce plateau. Pourquoi? Parce qu'on parle de PV qui ne porte pas de stickers. Oui. Mais il y a quelques semaines, le PPACI disait que dans ces élections-là, il y a des procès verbaux qui ne portaient pas de stickers. Oui, mais c'est ça, c'est des PV. Mais justement, si des élections n'ont pas été annulées pour ça... Non, attention. Non, il y a un je veux vous arrêter, écoutez-moi juste. Je vous écoute. Il faut juste que on essaie de savoir quelle est l'ampleur de ces PV sans sticker par rapport à l'ensemble des PV. Oui, mais... C'est une question importante, Non, parce que sinon, on ne va pas nous prendre au sérieux. La question est véritablement importante, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi le corpus électoral. Quand on regarde au plateau, Cocody, ou bien il y a eu quelle zone, le Guémon, ou comment on appelle ça, Oumé, qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas? Parce qu'on a vu des cas visibles de fraude. Tout le monde, tout observateur qui a regardé, des gens n'ont pas pu voter à l'heure, des urnes ont été cassées. Même à Makori, il y a eu la même situation. Mais tout est passé crème. Mais comment se fait-il qu'il y a des lieux, ça passe, et il y a d'autres lieux, ça ne passe pas du tout? Qu'on nous explique, parce que sincèrement, moi, j'ai véritablement envie de comprendre. On va commenter une image, on l'a déjà fait ici. Bon, on va me dire que Sarah, avec nous, parce que Sarah n'a pas encore parlé, mais sur l'image, quand même, elle a des mots à dire. On peut mettre l'image en grand écran, voilà. Et là, ça, c'est au plateau. Imaginez, le Conseil d'État voit cette photo et ils nous disent que l'élection s'est bien passée. Je ne veux pas me faire un acharnement, mais on a le droit à un moment de se poser des questions. Comment cette bousculade a pu être un exemple de démocratie en Côte d'Ivoire? Et même quelqu'un est en train de voter dehors. J'en perds mon latin.
Est-ce qu'à ce moment, je souhaiterais vraiment, ceux qui nous entendent, le Conseil d'État, c'est une institution de la République, vraiment, il ne serait-ce que pour la démocratie ivoirienne, notre chaîne est ouverte, il faut que quelqu'un vienne nous expliquer. On a envie de comprendre comment est-ce que des juges qui sont sérieux, je ne doute pas de leurs compétences, sur quelle base ils ont pu valider tout ça. Et ils nous éclairent et ce sera intéressant pour nous. Et je pense que si on a tous les éléments, on va dire clairement, ah bon, là, on s'est Mais trompé. André, il faut aussi dire que certains, enfin, dans l'argumentaire, certains pourraient dire que le Conseil d'État n'est pas là pour faire des enquêtes et que, par exemple, sur cette image-là, Ça rien peut ne être une image prouverait de Mancono. qu'on serait, par exemple, au Mais comment vous plateau. dites que... Attendez. Je peux répondre à ça, s'il Oui, te mais plaît? bien Élisée, sûr. Élisée a Monsieur, pressé de allez-y, répondre. justement. Oui, justement, je suis totalement d'avis avec vous. Hein. Le Conseil d'État ne fait pas d'enquête. Mais ça, c'est une des pièces, par exemple, Qui a été qui a été déposée. versée au dossier de requête sur le plateau. C'est une des pièces qui a été versée au dossier de requête sur le plateau. Je regarde un peu les motivations qui ont sous-tendu l'annulation du vote à Tia Saleh. Tia Saleh. Et je me rends compte qu'il y a des éléments qui ont été invoqués ici, sans que je ne veuille minimiser, mais qui me semblent Fait de violence. nettement infimes comparé à ce que je suis en train de voir sur les images. Mais ça n'a pas été de nature à Entaché. faire annuler cette élection. D'où ma question. Alors moi, je reviens encore, André, permettez. Dites-moi, qu'est-ce concrètement, vous analysez, Sarah, vous analysez tout ceci, on parle des raisons, le Conseil d'État qui aurait dit ça, et on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui pourrait ne pas tenir. Oui. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on se dit, on fait un arrangement, je reviens encore sur Oui, ma oui, question, oui, oui. on se fait un arrangement, ici on donne pas, ici on prend pas, puisqu'on n'arrive pas à trouver les véritables raisons. Sarah, votre réaction? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on se pose exactement toutes les bonnes questions ici, énormément de questions et pas de réponses. Le vote, bon déjà la photo est assez choquante. Le vote, c'est quand même un processus très personnel, donc on doit avoir suffisamment d'espace pour voter sans qu'il y ait 10 personnes autour de vous. Mais plus sérieusement, là on se trouve dans un cas de figure où on a la liste des arguments qui ont poussé justement, qui ont servi à base de l'annulation. Dans les autres communes, régions, on n'a pas forcément se dérouler cette argumentation détaillée à disposition de tous pour qu'on puisse un peu comprendre et comparer. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin au niveau de la CEI d'être transparent à un moment donné sur les bases, sur ce qui fonde en fait leurs décisions et surtout expliquer leur processus. Le processus. C'est absolument important. Il en va de l'apaisement de tout un pays. C'est très important. On ne veut pas qu'il y ait de tension autour de aucune élection. Donc leur rôle est majeur quant à la communication sur leur processus de décision et de le partager publiquement. Parce que là, on se retrouve dans un cas de figure où effectivement, on a une personne qui partage tout avec nous. Naturellement, on a envie de comparer avec les autres anomalies qu'on a repérées au niveau d'autres communes et d'autres régions. Ils ont un devoir de communication et d'explication quant à leur Sur processus. le même Très fait, bien. on dit oui à l'autre et on dit non à l'autre. Voilà, et Très pour bien. éviter justement de tomber sur des situations d'accusation qui sont quand même importantes, on a besoin de transparence. On a besoin de transparence. Je voudrais toujours parler de transparence parce que moi, franchement, je pense que la transparence, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver aux Ivoiriens. Je vais vous lire très rapidement avant de céder la parole à Herman. Audience publique du mardi 3 octobre, donc c'est l'arrêt du Conseil d'État. Il y a 4 articles, excusez-moi, pour des plaintes. Donc ce sont les requêtes à Yopougon, par exemple. Peu importe, j'allais dire l'issue, hein, mais je veux dire, en 4 articles, vraiment, que le Conseil d'État nous prenne des décisions, je suis un peu, je m'interroge, comme Sarah l'a dit, il y a beaucoup de questions. Les requêtes, donc, Yehoudia, Oufoué, Augustin Armand et Michel Gbagbo-Koulou sont recevables, mais mal fondées. Ça, c'est l'article 1er. L'article 2, elles sont rejetées. L'article 3, les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor public. Et l'article 4, une expédition du président Arrêt sera transmise au procureur général et tutti quanti, fermez les bancs, voici la décision. Où sont les éléments, à un certain moment, pour nous expliquer ce qui s'est passé, pour qu'on en ait le cœur net? Est-ce qu'à ce niveau-là, on en fait un peu trop de demander un peu plus de transparence, soit au Conseil, ou, non, d'abord Herman, ou, je ne sais pas, à quelques candidats? Mais moi, je pense que la transparence, vraiment, sur la question, sur le cas de Tia Saleh, on a clairement Les éléments de des langage. éléments, des détails sur lesquels on peut rebondir. Je ne sais pas les motivations, enfin les motifs justificatifs que le Conseil d'État a donné, a expédié aux différents candidats. Je ne sais pas s'ils ont reçu cela ou bien on peut se contenter de ces articles. Moi, je veux revenir sur le message d'Assaleh Tiroko. Voici un monsieur
il a eu à dénoncer des faits ici qui prêtaient des intentions comme quoi on voulait lui spolier cette victoire certainement qu'il va avoir dans les urnes. Et il a démontré cela par des faits, l'agissement d'un préfet, du préfet de région et tout cela, qui sont des pièces qui sont là, puisqu'on a vu quand même des vidéos où on avait quand même la voix de ces autorités-là. Et aujourd'hui, il gagne, selon la CEI, on revient, si on s'en tient à cela, parce que j'imagine que si le Conseil d'État avait donné les mêmes motivations pour les autres cas, les mêmes là, certainement, allaient communiquer là-dessus. On voit des détails, mais qui ne sont pas pertinents. Et même ce qu'on peut reprocher et je suis sûr que les avocats d'Assalé Timoko ont dû percevoir cela, on peut reprocher à Assalé Timoko, c'est en réalité des reproches qu'on fait à la CEI. En quoi est-ce qu'un monsieur qui perturbe le scrutin dans un bureau de vote puisse conduire, et que la CEI l'interpelle, puisse conduire à l'annulation, puisse être un motif d'annulation des élections? Donc, à partir du moment où on se pose la question qu'on n'a pas la réponse, vraiment, on souhaiterait avoir la réponse du Conseil d'État, soit à travers les documents ou quelqu'un sur un plateau pour nous éclairer. Élisée? Oui, la question d'André était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on fait bien de chercher à mettre en lumière la transparence. Mais c'est plus qu'utile qu'on soit transparent. Quand on vient d'où on est venu dans ce pays, quand on voit tout ce qu'on a vécu dans ce pays, du fait de la suspicion et des mauvaises interprétations, mais plus que jamais on doit être transparent dans tout ce qu'on fait. Ça s'impose même, pour ne plus qu'on retombe même dans toutes ces choses. Donc c'est important même qu'on soit le plus transparent possible. Mais attends, vous êtes une juridiction, c'est votre droit de donner une décision, mais c'est aussi le droit des Ivoiriens de savoir pourquoi une telle décision a été prise. C'est tellement important. Peut-être que ça ne se fait pas ailleurs, peut-être même dans d'autres démocraties, ça ne se fait pas. Mais parce que nous, on a notre spécificité, et parce qu'on est quitté quelque part et qu'on ne veut plus y retourner, nous, on va faire notre spécificité. Donc, il faut qu'on soit le plus transparent possible pour nous-mêmes, notre bien, et pour le bien de la République. Alors, il affirme qu'il gagne encore. Hein. Non, il affirme qu'il gagne encore parce qu'il est sûr de ses forces et au niveau de Tchassalé, parce qu'il avait déjà gagné au niveau des députations. Pendant ces élections, il avait, qu'on appelle ça, déclaré déjà vainqueur. Je suis sûr que sûrement, quand ils iront encore, la seule question qui m'inquiète aujourd'hui, c'est avec quel moyen qu'on appelle ça, il pourra... Parce il a dit après son poste, il dit j'ai les moyens de gagner encore. Non, quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers en fait, parce qu'une campagne, c'est quand même assez lourd. Et je veux dire, dans ce cas de figure, les élections qui ont été annulées en fait dans certaines régions aujourd'hui, je veux dire, c'est une dépense supplémentaire pour ces candidats-là en fait. Mais en même temps, on a vu la campagne d'Assalé Timoko, c'était une campagne vraiment de proximité qui était sobre, mais qui a eu son impact. Donc je pense qu'il compte sur ces chances-là, sa fusion avec les populations certainement. Et puis on le dit, hein, l'aspect, comment on appelle, géostratégique existe. Aujourd'hui, c'est une zone où la composition ethnique, les groupes ethniques qui sont présents, c'est des Baoulés, des Agnis, des Abais. Généralement, souvent, ça joue dans nos régions, ça joue un peu sur ces élections-là. Sinon, le véritable problème... Non, termine pas. Mais en même temps, je pense que les jeux sont ouverts. Aujourd'hui, il faut maintenant bien regarder le système, le processus électoral. Il faut que la CEI fasse en sorte que le scrutin soit transparent pour que le meilleur gagne, quoi. Daouda, vous étiez en train de dire quelque chose? Ce que je veux dire, au-delà de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, ça pose véritablement la question même de la transparence même de la CEI d'un premier temps. Et mais deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le Conseil d'État commence à nous habituer à expliquer aux Ivoiriens, parce que les Ivoiriens se posent vraiment beaucoup de questions. Il faudrait donc comprendre. Parce qu'au départ, je veux dire, on peut être nombreux à dire, bon, ils ont donné ci, ils ont donné ça, mais finalement, quand on regarde certaines choses, on se dit, il est temps maintenant de nous dire clairement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que si Assalé Timoko, si on s'en tient à ce que le maire de... Le député de Tchassalé... Député maire, il est député maire. Député maire de Tchassalé. Député maire sortant de Tchassalé vient de dire, si on s'en tient à ce qu'il vient de dire, si c'est ça seulement les motifs, j'avoue que ça pose des questions. Voilà, donc c'est pour ça, pour ne pas rester dans l'ignorance, il faut évidemment que tous jouent le jeu de la transparence. La démocratie ne vit que par la transparence, parce que l'essentiel, c'est qu'on veut traduire la volonté du peuple. Ce n'est pas que je suis fort ou je suis ceci. Il faut que le peuple qui a donné sa parole, cette parole-là soit traduite convenablement, et c'est ainsi que chacun va savoir
évidemment à quoi s'en tenir. Sinon, ce sera donc la porte ouverte à toutes sortes de violences. On va évidemment, mesdames, messieurs, nous arrêter là. Vous savez bien que nous sommes toujours très heureux de rester plus longtemps avec vous, mais à un moment, il faut finir. Et il faut bien finir. Mais en tout cas, nous vous souhaitons voilà, toute la paix possible et que ces débats-là puissent apporter des solutions qui, in fine, vont emmener notre pays dans un développement voilà, durable, avec un bien-être efficient des populations. André Bois, merci beaucoup. Daouda, merci d'être venu. Sarah, Élisée, souriez quand même pour la fin. Oui, non, non. Herman, Vous êtes déçus. On est ensemble. voilà. On se retrouvera donc demain. Ce sera la dernière de la semaine. Portez-vous bien et les programmes continuent sur la FTV. Que Dieu nous garde. Au revoir.